Bienvenue dans le Pod Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 2, épisode 10. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Aujourd'hui, je reçois deux personnes, je reçois un couple, on est chez eux actuellement du côté d'Harfleur. Ils ont créé en 2018 la Petite Surface, ils viennent d'un autre monde et ils vont nous expliquer aujourd'hui ce qu'ils font ici à Harfleur. Je suis avec Marc et Justine de la Petite Surface. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de me recevoir ici, donc chez vous, je le disais, à Harfleur, à la Petite Surface. Tu me le disais tout à l'heure, hein, Justine, cette aventure, elle a commencé en 2018. Tout simplement, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir maraîcher ? Oui, en 2000, ça a commencé en 2018, mais avant d'en arriver là, ça nous a pris pas mal d'années. Avec Marc, on est ensemble depuis vraiment longtemps, depuis 2008. Et au bout de 5-6 ans, on avait envie d'avoir un projet à deux, de vraiment mener quelque chose ensemble. Et on a eu plein d'idées qui ne pouvaient pas fonctionner, en tout cas qui n'étaient pas du tout rémunératrices. Par exemple, ouvrir une auberge de jeunesse au Havre. Ok. Donc, est-ce que ça a été fait depuis ? Je pense, oui, ouais. j'ai l'impression. Okay. Mais on se disait, on va rencontrer du monde, mais après, à la réflexion, on s'est rendu compte qu'on allait surtout changer des draps. Donc, on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc voilà, pendant plusieurs années, on avait ça en tête, de trouver une idée à mener ensemble. Et on est parti en voyage pendant un an. Et on a fait du woofing pendant ce voyage. Donc ça veut dire qu'on a travaillé dans des fermes bio pour avoir le gîte et le couvert. Ouais. Et on a découvert le monde agricole et on a aimé ça. Et quand moi je suis rentrée en France, j'avais entrouvert la porte du monde agricole. Et moi, je viens pas du tout de ce monde-là. Mais en rentrant de voyage, je me suis dit c'était super de découvrir des choses à l'étranger. Mais en fait, je sais pas du tout comment ça se passe en France. Et... En termes de réglementation Oh non, même pas plus si précisément. Okay. Je sais pas. Je sais pas comment on travaille. Qu'est-ce que ça veut dire être agriculteur, agricultrice. Même je pense que j'utilisais même pas ce mot-là. Je devais dire fermier. Enfin, je pense que j'avais pas du tout le bon vocabulaire. En fait, vraiment, c'était. Vous partiez de zéro, quoi. Oui, moi je partais de zéro. Je pense que Marc aussi, toi, tu partais de zéro. Et donc, il y a eu cette envie de se dire, ça existe le woofing, on peut aller dans des fermes et découvrir. Donc c'était pas une vocation, c'était pas pour en faire mon métier, mais juste pour comprendre. En fait, c'est l'alimentation part d'ici. Allons voir comment ça marche. Et donc moi j'ai fait du woofing pendant 2 semaines sur les prés salés du Mont Saint-Michel dans une ferme. Décor de ouf. Décor de rêve, ouais. Et décor de rêve et travail tellement intense, physique, où vraiment c'était tout un univers. Et ça t'a pas dégoûté ? Ça m'a pas dégoûté, mais ça a ouvert tout un, c'est peut-être un mauvais jeu de mots, mais ouvert tout un champ de vision. Non, moi je trouve ça beau. Et comme j'avais plus envie de faire le métier que je faisais avant, en fait, hyper vite, j'ai commencé une formation pour être éleveuse de brebis. Donc là, c'était aussi un énorme plongeon dans quelque chose que je connaissais pas du tout, parce que je me suis retrouvée avec des
des gens, vraiment des jeunes qui avaient des fermes. Et moi, j'avais quasiment 30 ans et je savais, j'avais pas le vocabulaire encore. T'étais une fille de la ville, quoi. Fille de la ville, ouais. Donc j'ai fait cette formation pendant 6 mois en étant en alternance justement avec du coup mon amie bergère sur les prés salés du Mont-Saint-Michel. Et il y avait vraiment cette envie de me dire, en fait, c'est possible de m'installer, c'est possible de devenir éleveuse. Oui, en fait, pourquoi pas se lancer dans l'agriculture. Et en discutant, je me suis rendu compte que c'était très, très difficile. L'élevage, le côté astreinte, tous les... Il n'y a pas de vacances. Pas de vacances. Les animaux, ils comptent vraiment sur nous tout le temps. Et après, moi, je mange pas trop de viande, donc c'est vrai que ça me paraissait bizarre aussi de la vendre. Donc j'ai aussi mis ça de côté et en n'ayant aucun bagage, je me suis rendu compte que finalement c'était peut-être plus simple de faire du maraîchage. C'était de l'alimentation, de l'agriculture et c'était peut-être plus à notre portée. Et donc en discutant avec Marc, on s'est dit oui, en fait c'est peut-être plus là-dedans qu'on peut s'y retrouver, on serait peut-être plus capable de ça. C'est toi le moteur de cette idée ? Et toi, Marc, quand elle t'en parle, est-ce que c'est un truc tout de suite qui t'emballe ou ça t'effraie un peu quand même ? Non, je crois qu'on a été assez raccord sur l'envie quand même. Justine est rentrée de voyage avant moi, donc elle s'est lancée en formation. Moi, j'étais encore à l'étranger. Mais je continuais de travailler en fait, dans des fermes aussi à l'étranger un petit peu et du coup ça m'a pas mal parlé quand même dès le début, je pense mais au début on a eu plutôt l'idée que Justine élève des brebis et moi des légumes par exemple, d'avoir une association comme ça. Après on s'est assez vite rendu compte en avançant dans l'idée du projet que faire plein de choses à la fois, c'est compliqué et c'est risqué et qu'il en fait, vaut mieux faire une seule chose, mais bien, que s'éparpiller. Et en agriculture, c'est vraiment le cas. Il y a beaucoup de projets qui ratent parce qu'on veut tout faire tout trop vite dès le début. Après, Donc là, le but, c'était de cibler quoi, vraiment ce que vous alliez faire. Oui, c'est ça. Et on a été très vite bien accompagnés aussi par des structures. Enfin, en tout cas, on a vite voulu avoir d'autres avis que nous, juste notre petit ressenti. Et ça nous a permis un peu de resserrer le projet et d'avancer. En fait, à ce moment-là, comme on rentrait de voyage, on n'avait plus d'appartement, on n'avait plus de boulot. En fait, c'était vraiment une page blanche. Et en fait, c'est un peu vertigineux quand c'est trop blanc. Et donc, le fait de se faire accompagner, ça nous permettait de restreindre un peu les choix. Alors on en parlait tout à l'heure, vous n'êtes pas des gens de la campagne de base, vous ne connaissiez pas grand-chose à l'agriculture avant, mais avant, il y avait quoi ? Vous faisiez quoi avant tous les deux ? Alors moi j'étais opticien. D'accord. Donc je travaillais, mon dernier emploi c'était à Paris, dans une boutique d'optique. Ouais. Et tu avais, comme Justine le disait tout à l'heure, envie un peu de quitter ce monde-là pour... avoir un truc qui te passionne un peu plus. Oui, j'aimais bien mon travail quand même. Enfin, c'était une super boutique dans le 2e arrondissement et c'était chouette. Après, c'était vraiment l'idée de vouloir travailler ensemble, d'être. J'étais tout seul dans ma boutique, donc j'avais pas de collègues. On avait envie. Enfin, on se disait voilà, si on avait des collègues, autant travailler ensemble, d'être nos propres collègues et se voir toute la journée. Parce que toi, tu habitais, j'imagine, donc à Paris. Oui. Donc le changement est quand même radical. On quitte la capitale, une boutique, t'es opticien pour venir à la campagne. Tu parlais de page blanche. Là, il y a tout à réécrire. Le saut est quand même grand. Ça t'a fait flipper au début ? Tu y allais serein ? On est arrivé, comme disait Justine tout à l'heure, on est arrivé un peu... au retour de voyage sur une page blanche, donc c'était assez... En fait, le grand saut, il s'est fait en 2 fois. Le grand saut, c'était
partir en voyage. C'était ça finalement notre plus grand saut. Parce que au fur et à mesure on prépare notre voyage, je voyais mon trousseau de clés qui perdait des clés. Je rendais ça, et à un moment j'avais juste mon cadenas de vélo. J'étais là, qu'est-ce que j'en fais Et en fait, pour moi, c'est ce qui te restait de ta vie, quoi, ton cadenas de vélo. Juste mon petit cadenas. Et c'était assez symbolique. Je me disais, ah oui, là effectivement, et on n'a plus grand chose. Et c'était ça qui était la vraie transition. Elle a été là. Et après, on a remis les pièces au fur et à mesure. Donc on a voyagé, on a travaillé, on est rentré, on s'est questionné sur ce qui se passait dans le monde agricole en France, sur l'alimentation. Donc finalement, c'était plus simple de remettre des pièces que de tout enlever. Ce choix que vous avez fait de quitter vos mondes, vos jobs respectifs, a forcément changé vos vies. En quoi ça a changé vos vies, justement ? Elle est profonde, la question. Ouais. Sur le point de vue professionnel, c'est de plus être salarié. Donc, on avait connu que le salariat jusque-là. Donc, de rentrer dans l'entrepreneuriat, voilà, c'est quand même l'exploitation agricole, c'est de l'entrepreneuriat. Donc d'être nos propres patrons, je pense que c'est quand même un gros changement. De plus avoir la hiérarchie, de pouvoir mener les choses et de les mener pour soi et de savoir qu'on peut aller par là, on peut aller dans une autre direction. Enfin, on est très... D'être responsable de ses choix. Responsable, et il y a une grande liberté aussi. Parce que nous, du coup, maintenant, on est devenus producteurs, productrices, mais sur notre terrain, on peut mener d'autres choses au-delà du purement agricole. Et personnellement, qu'est-ce que ça a changé ? Vous vous voyez plus ? On se voit plus, oui. Ça, c'est sûr, ouais. On se voit différemment aussi, parce qu'on est les collègues. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que nos qualités et nos défauts qu'on avait dans nos vies communes, quand on était juste un couple, on les retrouve dans notre vie professionnelle, mais décuplés. D'accord. Autant les défauts que les qualités. Exactement. Voilà. Vas-y, balance. Et il a fallu aussi composer avec ça, parce qu'on se permet... malheureusement beaucoup plus de choses avec son conjoint dans le monde professionnel qu'avec son collègue. Et donc quand ça va pas, c'est... Oui, voilà, ça dit plus que... Et donc il a fallu aussi mettre des choses en place pour réussir à travailler ensemble et à prendre plaisir à travailler ensemble, parce que... C'est pas toujours simple. Et on savait pas, si ça allait nous plaire aussi de se voir autant et de subir les travers de l'autre tout le temps, aussi bien dans la vie perso que pro. Et ça, c'était quand même un petit challenge. Hein. C'était pas une évidence. On ne l'avait pas forcément pensé, réfléchi, de se dire il va falloir aménager des temps de réflexion sur notre façon de travailler. On est parti un peu comme ça. Fleur au fusil. Ouais, mais ça c'est quand même globalement... fait quand même assez naturellement. Je veux dire, les ajustements se sont faits au fur et à mesure, après quelques bonnes prises de bec, mais c'est parce que je pense qu'on a eu l'intelligence de se dire là ça va pas, qu'est-ce qu'on fait, on se pose, on réfléchit, on met des trucs en place. Et est-ce que depuis 6 ans, votre façon de travailler tous les deux a changé ? Voilà. Est-ce que vous avez continué à grandir tous les deux, justement, pour essayer de mieux répartir les tâches, de mieux répartir votre façon de travailler ? Au début, on a tout fait ensemble, parce que on démarrait, donc on avait aussi chacun notre avis sur chaque partie du travail. Et après, on s'est très vite spécialisé, chacun ses parties. Donc en fait, ça s'est fait assez naturellement, chacun a pris ses responsabilités, et comme ça, on était moins aussi à perdre de temps en réunion ou en décision c'est drôle, à prendre. Les réunions à deux. Ah, des réunions, on adore, nous, nos petits points, on adore ces petits moments-là. Et il en faut toujours pour s'ajuster, mais en tout cas, chacun, en étant maître de ses parties, les gère plus efficacement, forcément. Et donc, du coup, en termes de répartition des tâches, où vous vous situez tous les deux aujourd'hui ? Malheureusement, il y a un petit côté un peu trop genré, mais ça, c'est pas très grave. On est comme vraiment... Toi, tu portes les trucs lourds. Beaucoup d'agriculteurs et agricultrices, on a réparti les tâches de la ferme assez classiquement, et c'est dommage, on en est conscient déjà.
Bah, Mais ça, après, ça peut changer. après, voilà, on Oui, est- oui, ça peut changer voilà. carrément. Ouais, on arrive avec notre bagage. Oui, nos avec- compétences. Ouais. Oui. Oui, Non, nos Oui. compétences, mais j'allais dire aussi juste la façon dont on nous a éduqués et, oui, de reproduire. et voilà, de ce qu'on se sent capable de faire et chacun a pris. Et donc, pour rentrer un peu dans les détails, moi, je m'occupe de la pépinière, donc des semis, de la plantation. Après, je m'occupe de toute la partie commercialisation, donc tout le lien avec les gens qu'on livre, les restos, les épiceries, donc aussi de faire les livraisons. Et la partie, c'est aussi important, mais communication. Et toi, Marc? Je gère plus l'aspect technique au champ, donc préparation du sol, des cultures. Je gère aussi tout l'arrosage, donc sur toute la saison, c'est quand même du temps aussi de gestion de l'eau. Toute la partie entretien, réparation, entretien de tout l'outil de travail. On va maintenant rentrer un petit peu dans le détail de ce que vous faites. La petite surface de... Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites pousser? Alors, la petite surface, c'est une ferme maraîchère en bio. On fait pousser des légumes de saison, le maximum de légumes possibles qui peuvent pousser ici en Normandie. Et on vend d'avril à janvier. Voilà, on a une petite D'accord. pause février-mars, donc là, En en ce pleine pause. moment où on n'a plus de production, et donc on fait une pause. Donc le cœur de l'activité de la petite surface, c'est le maraîchage, c'est de faire pousser des légumes, mais on aime aussi développer d'autres choses sur notre ferme. Donc on accueille pas mal de visites de classe au printemps et à l'automne. Donc ça nous prend pas mal de temps, mais c'est hyper intéressant d'avoir ce côté pédagogie, de visite, Ouais. de faire goûter, de voir les enfants utiliser leur corps, travailler ensemble, être dehors. Enfin, on aime beaucoup et on a des liens super qui se tissent aussi avec les enseignantes. Donc ça, on développe au fur et à mesure et c'est chouette. Après, on n'est pas du tout une ferme pédagogique. On est une ferme où on fait pousser des légumes et on accueille des classes. Et on aime bien recentrer ça quand on accueille les enfants, leur dire le lieu, il n'est pas du tout pensé pour vous. En revanche, on est très content que C'est vous pas une soyez cour là. de récré, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est C'est pas un on vrai va lieu. caresser les petits veaux, c'est De toute façon, il y en a regarder. Voilà. Donc, C'est pas un musée non Effectivement, plus. Quoi. voilà. Oui, c'est dans ce sens-là, En fait, on fait de la vraie nourriture. Ouais. Parfois, ils ont du mal à faire le lien, à se dire ce qu'ils mangent. En fait, ça vient d'un champ comme le nôtre, mais Ouais, ça vient pas de chez Carrefour, tout de suite, quoi. Mais ce qui Oui, vient de chez voilà. Carrefour vient Ouais, d'un d'un champ. voilà. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Forcément, on va reparler des accueils pédagogiques que vous faites ici. Tu me disais que ici vous faisiez donc des légumes bio de saison. Le bio pour vous, c'était une condition sine qua non pour vous lancer. Oui, d'avoir déjà de ne pas utiliser de produits chimiques, évidemment. Sinon, de notre point de vue, notre projet, il n'aurait pas eu le même sens. Enfin, ne pas utiliser de produits chimiques, c'est ne pas polluer. Enfin, voilà, Ouais. il y a plein de choses qui en découlent derrière ça. Et après aussi, la volonté d'être labellisé, effectivement, pour pouvoir livrer dans le circuit bio, parce que si on n'est pas labellisé, on ne peut pas livrer des magasins bio et autres. Et aussi par rapport à notre future clientèle, de pouvoir avoir un marqueur de confiance. Donc non, pour nous, c'était vraiment important. Et là, nous, on a pu être labellisé dès notre arrivée, parce qu'on est arrivé sur un champ qui n'avait pas été traité depuis peut-être 20 ans, ou peut-être même jamais. Donc on pouvait être labellisé dès le début. Au-delà de ça, c'était aussi vraiment dans la volonté de faire de l'agriculture. C'était, quand on a découvert l'agriculture, on a découvert des petites fermes en permaculture, comme des énormes fermes avec des centaines et des centaines d'hectares. Du coup, on a vu le pire et le meilleur aussi, et on s'est dit, voilà, on a vu là où on voulait aller pour participer à ça, quoi. Faire du bio, c'est aussi respecter un cahier des charges qui est parfois un peu
pas pour tout le monde, mais qui est parfois un peu compliqué à respecter. Est-ce que pour vous, des fois, c'est un peu difficile ? Alors, c'est pas difficile du tout à respecter quand en fait on a pensé le projet et réfléchi la ferme pour qu'elle soit bio et c'est pour nous une évidence. Enfin, ce serait plus difficile, c'est de mettre un produit en me disant qu'après je vais vendre ça, quoi. Mais En revanche, ce qui est dur, difficile, c'est le changement en fait pour tous les changement de agriculteurs. pratique, oui, Voilà. oui. De se dire on a un nos système, habitudes, on a nos ouais. habitudes, on sait comment ça marche, on sait combien on gagne en faisant comme ça. Et l'agriculteur qui veut changer, c'est un grand saut dans le vide parce que d'un coup, les rendements peuvent chuter, la distribution est différente. Il faut Vu que vous êtes lancé directement dans le bio, il n'y avait pas non plus du coup cette Donc nous, non, pour nous, non. ces interrogations. Tu me parlais de légumes de saison. Très concrètement, quels sont les légumes qu'on peut trouver chez vous ? Là, pour avril, qu'est-ce qu'on va trouver d'avril, on espère qu'on aura nos premiers petits pois, les mange-tout. C'est sûr qu'il y aura des épinards, des betteraves, des radis, de l'ail frais, des oignons frais, salade, mesclin. Des blettes, des betteraves. Des betteraves, j'ai dit. Tu as dit, oui. Pas mal de choses déjà sur le premier tiers de l'année. Avril-mai, ouais. Et après l'été ? Après l'été, c'est ce que tout le monde attend. Effectivement, l'été, il va y avoir des tomates, aubergines, poivrons. Qui arrivent plutôt début juillet en Normandie, quoi, les tomates. Il ne faut pas être trop impatient. Ouais. Concombre. Et plus tard dans l'année ? Et après, vers la fin de l'année, les courges, les poireaux, les carottes, les patates douces, ça pousse aussi en Normandie. Tous les choux, navets, toutes les racines, panais, radis noirs. Il a fallu apprendre tout ça. Parce que tout ça, c'est pas inné, effectivement. La saisonnalité des légumes, à quel moment on les fait pousser, comment on les fait pousser, tout ça, ça vous a pris du temps. On apprend encore. Hein. Ouais. Oui, mais bon, là, c'est plus fluide. Ouais, au bout de 6 ans, ça marche quand même un peu mieux. Non, mais pour donner un exemple, moi, je pense que je me souviendrai longtemps de la première fois où on a dû vraiment se décider. On a notre champ. Maintenant, qu'est-ce qu'on y met ? Quand et comment on fait ? Et à quel moment on va pouvoir espérer récolter ? Et alors ça, c'était un bazar. Mais je pense qu'on s'est... C'est vraiment le moment où on s'est le plus disputé dans ce projet. On avait plein de... En fait, il faut acheter nos semences. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir où on va les acheter, chez quel fournisseur. Et est-ce que c'est un légume, ça, on démarre par faire un semis ? Ou est-ce qu'on fait un repiquage ? À quelle date ? Ça met combien de temps pour lever la graine, pour germer ? En fait, c'est plein de détails. Sachant qu'après, pour un légume, après, il y a 20, voire 30 variétés différentes qui ne vont pas arriver au même moment, qui peuvent être semées plus tôt ou plus tard. Le navet, il y a des variétés de printemps, mais il y a des variétés d'automne, des variétés d'hiver. Donc, il faut prendre la bonne variété au bon moment. Et après, en plus, les variétés, c'est toujours des noms qu'on n'arrive pas à retenir. Donc maintenant, aujourd'hui, on les connaît, on est content, on utilise les noms des variétés. Mais c'est clair qu'au début... Vous la pétez un peu, quoi. Voilà. On se fait des petites blagues entre nous, personne ne peut comprendre. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y avait énormément de choses à apprendre. Et comme on n'avait pas le bon vocabulaire, du coup, on ne se comprenait pas du tout. Et comme on parlait d'un truc où c'était très, très nébuleux, c'était très compliqué de faire ce calendrier, de faire ce planning de culture. Mais vous avez réussi. Oui, on a réussi. Au fil du temps. Ma question est peut-être un peu nulle, mais alors, est-ce que vous avez peut-être un produit phare, un produit que vous aimez un peu plus que les autres, que vous mettez un peu plus en avant ici ? Pas forcément. Bon. Après, ça peut être très personnel comme question. Est-ce qu'il y a un truc que vous aimez particulièrement chez vous ? Quand on discute avec des collègues maraîchers, on se rend compte que effectivement chaque maraîcher a son légume un peu préféré, enfin ses légumes, et il y a des légumes qui se vendent très bien chez un collègue. Oui. Et chez lui, il y a des bonnes tomates et chez lui un peu moins. Parce que si on aime un légume, on le vend mieux aussi. Forcément, on en parle mieux, on sait donner des recettes de cuisine. Donc à la fin, ça se fait. Après, globalement. Après, nous, on est aussi partis de l'idée. L'idée, c'est de tout faire. Ouais, c'est ça. Plus on va avoir de diversité sur notre étal, plus ça va donner envie aux gens de venir. Et même si on sait qu'il y a des légumes, on les fait
un peu pour la déco. Ouais. Et ben on le fait quand même parce que ça permet quand même d'en parler, de donner des idées, et puis ça fait aussi Diversifier ouais, le. voilà. Et Il y a donc, vraiment des légumes que nos clients ont découvert, Ouais. en venant chez nous, en En prenant nous faisant l'habitude confiance, ouais, c'est ça. d'aller à la ferme et en voyant un légume qui poussait bien ici, que nous on arrivait à bien faire, justement on le proposait. Je pense aux fèves par exemple, ou des légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces. Et quand on vient à la ferme, et là on en voit plein au printemps, et on se dit tiens, on va en acheter. Et puis après, Oui, c'est ça, il y a des clients, c'était la découverte, et maintenant ils sont là, c'est les fèves qui sont là, trop bien. ça fait quoi depuis acheter ces légumes ? Peut-être un peu autosuffisant sur ce point-là. C'est une question marrante, parce qu'on se pose pas vraiment. Ouais, c'est vrai que si parfois on se met à la place de nos clients, se dire qu'est-ce qu'on achèterait, en quelle quantité on devrait acheter ça, parce qu'en fait, à chaque fois on va se servir tout simplement. Et on a vraiment perdu l'habitude de faire nos courses pour le rayon légumes. Voilà, choisir, c'est ce que j'allais dire, le rayon légumes, vous le voyez plus trop. Peut-être au début, histoire de peut-être comparer un peu les produits. Oui, ça on le fait toujours. Ça, oui. voilà. Oui. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, vous cuisinez exclusivement avec ce que vous avez dans le jardin. Oui, ça c'est sûr. Vraiment... Et parfois, on dit même à nos clients qui sont plus audacieuses que nous, parce que nous, on va récolter les légumes qu'on préfère cuisiner. Et pour ceux qui sont adhérents à notre AMAP, ils ont un panier imposé. Et donc, ils sont un peu obligés de cuisiner aussi des légumes qu'ils aiment moins. Et on leur dit, c'est vrai que nous, on ne s'impose pas ça, en fait. Comme on a tout le choix énorme, on va plus prendre ce qui est plus facile à cuisiner. Alors là, tu parlais des clients. Justement, comment on vient à la petite surface ? Quand on peut venir à la petite surface ? Qu'est-ce qu'on peut prendre ici chez vous ? Racontez-nous un peu comment ça se passe justement pour vos clients. Donc la vente à la ferme, elle est ouverte le mardi à partir de mi-avril. Là, on réouvre le 16. Donc c'est tous les mardis de 16h30 à 19h. Jusqu'à Noël ou début janvier, ça dépend des années en fonction des quantités et du stock qu'on a. Et après, on a aussi d'autres endroits pour nous retrouver. Depuis 1 an et demi, on a créé une AMAP avec le restaurant La Singerie dans le quartier des Halles. Okay. C'est un restaurant qu'on livre depuis leur ouverture, qu'on livre toutes les semaines. Donc les cuisinières, elles cuisinent nos légumes. Et comme ce partenariat se passe super bien, on a créé ensemble une AMAP. Donc c'est des gens qui s'engagent sur 6 mois à venir récupérer leur panier de légumes chaque semaine. Donc il y a nous en tant que producteurs-productrices, et il y a aussi du pain, des œufs et des produits laitiers. C'est sous forme d'abonnement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Okay, C'est vraiment payé au mois. Oui, c'est ça. Chacun paye pour 6 mois. Donc on fait plein de chèques. Donc on encaisse les chèques mois par mois. Mais au moment des inscriptions, voilà, c'est un peu le balai des chéquiers. Et il y a un petit peu d'organisation au début. Et après, pendant 6 mois, plus personne n'a plus besoin de penser à ça. Voilà, ils viennent récupérer leurs produits au restaurant. Et si on veut, tout simplement venir une fois de temps en temps pour le mardi. Oui, oui. Par contre, à la vente à la ferme, c'est vient qui veut. Le portail, il est ouvert. Il y a de la place pour se garer sur le parking. Et puis là, c'est ouvert à tout le monde. Et après, nous aussi, on va livrer. On livre une épicerie en centre-ville du Havre, donc le bon endroit. Et donc là, il y a nos produits. Et pareil, là, chacun peut se choisir sans s'imposer. Et après, on a aussi un système de panier, mais sans abonnement, où là, on peut les réserver d'une semaine sur l'autre. D'accord. À la parenthèse. Ah oui, à la parenthèse aussi. Donc une épicerie en face du centre Coty. Ouais, vous êtes quand même présent pas mal en centre-ville aussi, que ce soit dans les épiceries, même dans les restaurants. Et d'ailleurs, épicerie et restaurant, d'ailleurs. La parenthèse qui cuisine nos légumes aussi. Oui, on livre pas mal de restaurants aussi au Havre. Restaurant du Midi. Voilà, tu disais la singerie, la parenthèse. La parenthèse. Ouais. Il y a quoi d'autre encore ? Il y a le restaurant du Hangar Zéro. Ok, super. Et Calice et Mandibule. Ouais. Et après, il y a peut-être d'autres restos. Voilà, on est ouvert sur d'autres restos. Est-ce que du coup, vous êtes assez schizophrène pour aller manger au resto, oui. Payer les légumes que vous avez vous-même fait pousser ? C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Mais le plus grand plaisir, c'est quand, par exemple, nos mères viennent
faire leurs courses chez nous, en sachant qu'on est invité chez elles le dimanche. Donc on leur demande notre menu, elles font les courses chez nous, puis après on mange cuisiné. On mange nos légumes qu'on a vendus. Ah ouais. Mais c'est hyper gratifiant, j'imagine, quand vous allez au resto, que vous voyez vos légumes sublimés, Oui. quand vous les voyez dans les étals des épiceries, que vous voyez que ça intéresse les gens. C'est là que, au-delà du fait de rencontrer vos clients ici sur la ferme, ça doit donner un sens aussi au choix de vie que vous avez fait. Oui, et puis c'est assez complémentaire, c'est vrai, parce que nous, à la ferme, on rencontre c'est beaucoup de gens qui cuisinent sans grande compétence. Oui, et puis vous savez pas ce qu'ils font de vos légumes. C'est ça. Parfois, on a des photos, ils nous disent « Ah, j'ai testé ça ». Et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on les voit toutes les semaines, donc on échange vachement. Même dans la file d'attente, les gens ils discutent, donc on échange les bonnes recettes, les bons conseils. Mais c'est vrai que c'est très complémentaire d'avoir l'expertise des cuisinières, parce que c'est quasiment que des femmes d'ailleurs qu'on livre. Et ça nous donne des idées, après que nous, on essaie chez nous, on en parle aussi avec notre clientèle, donc ça circule vachement. Et tout à l'heure, tu me parlais effectivement des enfants que vous accueillez ici, donc sur la ferme de temps en temps. Le fait de vouloir transmettre à des enfants, ça faisait aussi partie de votre projet de base, ou c'est un petit peu arrivé avec le temps ? Je ne sais pas si accueillir des écoles, ça faisait vraiment partie de la base, mais en tout cas d'ouvrir la ferme. Ça, c'est sûr que c'était une évidence qu'on avait envie d'ouvrir, de faire visiter, de transmettre. C'est un grand mot parce qu'à l'époque, on n'avait peut-être pas grand-chose à transmettre, mais en tout cas, que ce soit un lieu vivant et un lieu ouvert. Ouais. Et c'est important pour vous, ce rendez-vous avec les écoles, justement pour montrer aux enfants ce que c'est que le travail à la ferme ? On est quand même sur une zone très peu rurale. Je pense que il y a de grandes chances que notre fils, il n'ait pas d'autres parents d'agriculteurs, d'agricultrices dans sa classe, ni même dans son école. On est quand même sur un territoire industrialo-portuaire, donc il y a... Oui, citadin. Donc on véhicule une image un petit peu exotique. Ouais, mais après, tu as raison de dire ça, parce que moi, le plus profond que je me souvienne, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une visite à la ferme quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression que ça revient un peu, déjà que ça intéresse les instituteurs, les institutrices d'emmener leurs enfants. Et vous qui voyez les enfants, est-ce que ça intéresse aussi, vous sentez un intérêt des enfants ? C'est vrai qu'on voit vraiment l'idée d'accueillir des classes, c'est déjà de voir qu'en tant qu'adulte, on avait quand même beaucoup de lacunes et qu'on voit que les adultes continuent à en avoir. Donc en fait, de leur apprendre ça le plus tôt possible, c'est vraiment chouette. Et on voit vraiment que même les programmes scolaires, mais surtout les institutrices, les enseignantes et enseignants en général, ceux en tout cas qui viennent nous voir, ont vraiment une volonté de leur apprendre des choses et de leur montrer. Mais c'est même au-delà. Mais dans les programmes scolaires, vraiment, il y a une évolution, il y a une amélioration là-dessus. C'est le vivant, en fait, c'est comprendre le vivant. Quand elle travaille sur l'eau, quand elle travaille sur la pollinisation, sur les saisons. Ouais. En fait, ça, à partir de notre champ, on peut vraiment aller dans plein de directions de façon pédagogique. Donc c'est assez intéressant. Et puis rien que sortir, parce que nous, le premier projet qu'on a mené avec une prof, c'était une prof de sport. Et une prof de sport et une prof d'SVT, mais surtout une prof de sport. Et l'idée, c'était de sauter au-dessus des carottes. Non, mais l'idée, c'était de partir du collège de Montivilliers, de venir ici à pied et et ça nous fait une bonne trotte, aller-retour en général. De travailler chez nous toute la journée, physique aussi. Et de revenir à pied. Ouais. Et ça m'aurait plu. Ah, mais franchement, c'est toujours super. Et les enfants, ils sont... moi, j'adore les voir arriver ici.
ils savent pas trop où s'asseoir, ils disent c'est sale, ils disent de non mais l'herbe. moi j'ai mis mon truc propre, et je leur dis de toute façon je vous l'annonce, vous allez repartir cracra. Ouais. Et ça sera une bonne chose. Ils étaient non. Et en fait, 1 heure après, ils se balancent de la paille, ils courent, ils s'assoient par terre, ils attrapent des petites bêtes. Et de voir ce changement, c'est super vraiment. Et aussi de voir qu'il y a souvent, c'est les enseignantes qui nous disent ça. C'est marrant, lui, il parle pas trop d'habitude, il est pas trop à l'aise. Et là, il porte la brouette, il emmène les autres, il montre. En fait, ça les fait aussi se révéler. Et c'est super intéressant. Il y a un autre événement que vous organisez une fois par an, au Champ. Au Champ. Voilà, donc pas du nom de l'enseigne connue, hein, mais petit clin d'œil. Voilà, forcément, il y a un jeu de mots. Pourquoi vous organisez cette journée une fois par an, donc, et qu'est-ce qui s'y passe pendant cette journée ? C'est venu déjà de l'envie d'ouvrir la ferme et on l'a fait dès le début. Notre première année, on a fait une inauguration, on avait voulu faire visiter les jardins, on l'a refait l'année suivante sans identité. Et donc on a vu qu'un peu ce système-là d'ouverture de ferme, ça s'essoufflait un petit peu parce que c'était pensé pour tout le monde. Et donc quand c'est pensé pour tout le monde, c'est pensé un petit peu pour personne. Après, il y a eu 2020, voilà, tout le monde est un peu moins sorti. Nous, on a eu un enfant, donc on avait moins de temps pour organiser ces fêtes-là. Et quand on a eu, avec notre enfant, on s'est dit, tiens, ça serait super de continuer d'ouvrir la ferme, mais de cibler un public de famille et jeune public. Et donc, ça nous a donné une identité, en fait, à cet événement. Et donc, depuis 2 ans, Auchan est vraiment estampillé jeune public. Donc c'est une journée, un samedi de septembre, où il y a un spectacle jeune public, et la ferme est ouverte, donc on fait aussi des visites. Et on accueille on appelle ça un peu notre marché des initiatives. Donc ça va être des partenaires, des gens qui sont actifs sur le territoire et qui travaillent dans le respect du vivant pour les enfants, pour les plus jeunes. Donc on a au fur et à mesure pas mal de partenaires. Et donc c'est une journée qu'on veut vraiment festive. Donc on fait plein de gâteaux gratuites. Le spectacle est payant, mais l'entrée sur la ferme est gratuite. On fait plein de gâteaux. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tout le monde. Et cette journée, elle vous tient, j'imagine, à cœur. C'est là aussi où vous rencontrez peut-être un public que vous ne voyez pas ailleurs dans l'année. Voilà, il y a des échanges, il y a une découverte, il y a une transmission aussi. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette journée. Oui, et puis on voit beaucoup d'enfants dans l'année, mais là on voit les enfants et leurs parents. Et là, ça c'est vraiment super on se rend compte que les parents, ils ont envie de faire des choses avec leurs enfants. Et dès qu'il y a une proposition, ils s'en emparent, ils en parlent. Souvent, c'est pas une famille qui vient, c'est les copains, ils y vont ensemble, ils en ont parlé à l'école. Enfin, du coup, c'est ça qui nous plaît aussi. C'est vraiment un lieu de retrouve. On se retrouve, on a un petit bar, on traîne. C'est vraiment le côté chaleureux. Et en même temps, on fait attention où on est. Voilà, on est dans une ferme. Voilà, on fait attention à ce qui est autour de nous. Oui. Je connais pas beaucoup tellement le monde agricole de la région. Je connais pas non plus les métiers que vous faites aujourd'hui. En m'intéressant un petit peu à ce que vous faisiez, j'ai l'impression que vous n'êtes pas nombreux, en tout cas autour du Havre, à faire ce que vous faites aujourd'hui, avec la façon dont vous le faites. Est-ce que j'ai tort ou Il y a des zones en France plus sinistres. En fait, quand on s'est installé donc il y a 6 ans, on n'était pas les premiers en bio et à faire du légume bio, quoi, mais en vente directe. Mais on n'était pas très nombreux. Il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Voilà, on savait aussi que voilà. Et puis on était plutôt les bienvenus quand on les rencontrait. Et on a été assez nombreux à s'installer quasiment en même temps, en fait. Donc autour du Havre et un peu au-delà aussi. Hein, donc il y a quand même de plus en plus. Après, c'est toujours des petites fermes, donc ça reste relativement confidentiel parce que comme nous, c'est des maraîchers, maraîchères qui n'ont pas besoin
de beaucoup de clientèle pour bien vivre. Donc. Justine, tu me disais, tu es havraise. Toi, Marc aussi. Montivier. Montivier, donc ouais, allez, on va dire, ouais, t'es le bienvenu. Quand vous vous êtes lancé dans cette idée, est-ce que le fait de le faire ici, au Havre, avait déjà un sens pour vous? Et est-ce que ça aussi, c'était un peu non négociable dans votre esprit? Non, j'allais dire, on a vraiment hésité à revenir au Havre. On était parti depuis le lycée, on était parti du Havre. Ah ouais, c'était vraiment c'était une vraie question. Ouais. Pour nos familles, c'était une grande surprise. Vos deux familles sont ici? Oui. Ok, donc voilà, c'était déjà ça. Oui. C'est vrai que nous, on est nés fin des années 80, donc on a eu nos bacs au début des années 2000. Donc à 17 ans, début des années 2000 au Havre, on avait surtout envie de partir, d'aller voir des villes où il y avait plus de propositions, d'émulation, de bars, tout simplement. Mais après, le lien, il est toujours resté, vu que nos familles sont là. Vous reveniez plusieurs fois par an, évidemment. Toujours en se disant, c'est dommage parce qu'il y a plein de bons côtés, mais on est tellement content aussi de retourner dans des villes plus dynamiques. C'était pas du tout une évidence pour nous de revenir vivre ici. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, bon, ça peut être un bon terrain pour lancer cette activité? L'envie de créer un projet agricole, c'est un projet de couple, et on s'est dit, il y a de grandes chances que ce soit un projet de famille aussi. Et si on a des enfants qui arrivent dans cette aventure, on sera quand même assez content d'avoir nos familles ici. Vous serez très pour pris. La garde, mais aussi pour la vie entre nous tous. Et c'est vrai aussi, nos familles ne sont pas du milieu agricole, mais c'est fou ce qu'on vit avec elles ici. Nos familles, elles sont hyper investies dans notre projet, alors qu'ils n'étaient pas du tout partants. C'est ce que tu disais à la base, c'était un peu... Ils étaient très dubitatifs. Ils étaient mais quelle idée, bon, si ça vous fait plaisir, pourquoi pas, mais pour faire quoi? Et aujourd'hui, ils viennent nous aider, ils parlent de nous, ils sont là, font TRP. plein de choses. Ah oui, c'est sûr. On a démarré, oui. Ouais. Grâce à elle. Ah bah oui, le réseau de nos parents, c'était le premier cercle qui nous a fait connaître. Donc déjà, ce lien, effectivement, à nos familles est important. Et après, on s'est dit, bon, on aime bien revenir ici. On râle beaucoup sur le manque de dynamisme de cette ville. Si on a une idée de projet... on peut peut-être le faire ici. Parce que, et pourquoi pas devenir acteur du dynamisme? Parce que sinon, il faut arrêter de râler. Quoi. Si nous, à vrai, on fait les initiatives... Quand on a une initiative à porter, on la fait ailleurs, c'est dommage. Quoi. Enfin, du coup, voilà. Oui, après, le territoire... Qui va venir au Havre pour le faire s'il est à vrai, sans nous, quoi. Donc, on s'est dit, il faut aussi qu'on... Et on a senti qu'on avait de la place aussi. Il y avait plein de choses à faire parce que, justement, il n'y a pas tant de propositions, donc on allait réussir, malgré notre inexpérience, à avoir une clientèle. Moi, on connaissait le territoire aussi, qu'on pouvait se sentir à l'aise. Mais après, c'était pas du tout une évidence de trouver, parce que ce qu'on cherchait, on nous a beaucoup découragés en nous disant, mais vous cherchez une petite parcelle, nous on cherchait à peu près entre 2 et 5 hectares, proche du Havre, mais vous trouverez pas en fait ici toutes les terres agricoles, elles se font manger par les pavillons et les gros centres commerciaux, ou alors les terres agricoles c'est des énormes champs, donc il n'y a pas de petites parcelles un peu mignonnes, mais par contre allez voir dans la Manche, dans le Calvados, nous on s'était aussi un peu résignés en se disant, il y a de grandes chances qu'on aille plus loin. Mais finalement, vous avez trouvé. Parce que c'est vrai qu'ici, on n'est pas vraiment à la campagne, on n'est plus vraiment à la ville non plus. C'est un endroit un peu hybride, quoi. Oui. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais on est plus à la ville parce que là, on est sur la commune d'Harfleur, on est à la sortie de la ville, on est à l'entrée de Montivier.
Et on est à 2 pas du centre commercial Auchan. Ouais, en un seul mot. le vrai. Le vrai. L'autre. Ouais, l'autre Auchan. Pour moi, on est vraiment sur une zone, en fait, ces zones urbaines qu'on n'a pas trop envie de voir parce qu'elles sont pas très belles, mais c'est des zones urbaines. Et c'est ça qui est drôle. C'est souvent quand les gens ils viennent pour la première fois, ils sont là, mais vous êtes sûr que vous êtes là? Parce que là, je me rapproche du centre commercial. Oui, non, c'est là. Et justement, cet endroit, quand vous l'avez visité, quand vous l'avez trouvé, est-ce que ça a été une évidence assez rapide ou alors il a quand même fallu beaucoup de réflexion? Pas beaucoup de réflexion. On s'est vite dit, si nous on n'y va pas, vu le contexte aujourd'hui où il y a des petites femmes qui émergent, il y en a d'autres qui vont y aller et on va être bien dégoûtés d'avoir raté cette occasion. Donc on a visité ici mi-juin et on a donné notre réponse après l'été. Donc on s'est laissé l'été pour réfléchir. Mais je me souviens d'une copine qui m'a dit, mais en fait là tu m'en parles, tu dis que t'es pas sûre, mais vu comment t'en parles, t'as l'air quand même vachement sûre. Et ça, oui c'est vrai, t'as raison, je me projette déjà beaucoup. Ouais. Après 6 ans de présence ici, un Covid traversé, qui a duré quand même quelques temps, quel est le bilan que vous faites de votre expérience ici jusqu'à aujourd'hui? En agriculture, on dit qu'il faut les 5 premières années, c'est la phase d'installation en fait. Donc là, on en sort tout juste finalement. Après, on dit aussi en agriculture qu'on n'en finit jamais vraiment de s'installer et que c'est un apprentissage perpétuel toute la carrière. Mais non, là, ouais, on voit qu'on a posé les bases de la ferme et que c'est bien lancé. Mais effectivement, c'est sur un temps long l'agriculture quand même. Et qu'on est bien entouré aussi. On a une clientèle, à qui on dit on ferme et puis après on réouvre. Et puis ils sont là quand on réouvre. Ils sont trop contents, trop sympas. On livre des super restos, des super lieux. Enfin, on se sent aussi vachement porté par les gens avec qui on travaille parce qu'on n'est que tous les deux en tant que collègues. Ouais, mais finalement, il y a vachement de gens autour de nous. Ça pourrait paraître à la base, quand on y réfléchit, un projet à 2 et limite un peu solitaire. Mais finalement, vous voyez quand même pas mal de monde et c'est un monde plutôt bienveillant. Oui. Bah oui, non mais c'est vrai. Même parfois, on est content de se retrouver tous les deux, de pas avoir un rendez-vous, quelqu'un qui vient chez nous pour nous interviewer. Les salauds. Non mais c'est vrai que souvent on nous dit vous êtes tout seul et tout, et en fait, mais pas du tout parce que toi ta proposition, elle est super et en fait on en a des propositions comme ça qu'on n'aurait pas pu imaginer dans notre autre vie en fait. C'est très riche de rencontres. Marc, Justine, on arrive à la fin de cette interview, de cet épisode. Je ne sais pas si vous avez écouté un épisode jusqu'à la fin, mais il y a une question traditionnelle que je pose à tous mes invités. J'aimerais que vous y répondiez chacun l'un après l'autre. Cette question, c'est la suivante. Pour vous, Marc et Justine, Le Havre, ça représente quoi? Pour moi, ça représente une dualité. Parce que aujourd'hui c'est gris, il pleut et j'ai pas du tout envie d'aller au Havre aujourd'hui. Faut pas le dire, on ne voit rien. Non, mais c'est du sonore. Ces journées-là, c'est là, mais oh là là, ça donne tellement pas envie. Et en même temps, il va y avoir ces journées lumineuses où moi je suis à vélo et ça me rappelle quand j'étais au lycée que je me baladais dans la ville. Et il y a ce côté de cet air frais, de grands espaces, de liberté. Et c'est ça qui me plaît dans cette ville. C'est ces deux côtés et à chaque fois de se dire aussi, elle est un peu bizarre cette ville et elle fonctionne pas comme les autres. Donc la dualité. Et toi, Marc? Pour moi, Le Havre, je dirais que c'est une ville c'est des opportunités, quoi. On a créé notre projet, on a su qu'ici on allait pouvoir le mener. On s'y sentait en tout cas légitime et en tout cas à l'aise dans cette ville et de voir que c'est une ville qui évolue, qu'on la sent évoluer dans le bon sens, dans le sens qui nous plaît en tout cas, et de voir qu'il y a elle a de bonnes bases, quoi, une belle ville près de la mer, on s'y sent bien dans cette ville, quoi. Et on ne l'aurait pas dit étant ado, quoi, mais effectivement,
ça va toujours vers du mieux. Donc c'est ça qui est chouette. Eh bien écoutez, merci beaucoup Marc et Justine de m'avoir accueilli ici chez vous à la petite surface. Donc vous le disiez tout à l'heure, retour de la vente dès le mois d'avril. Oui, c'est ça, le 16 tu m'as dit? Le 16, ouais. Le 16 avril, et puis on peut vous retrouver pour la journée Auchan, pour les 7 septembre. Le 7 septembre, voilà, c'est déjà calé, nickel. Ouais. Pour les enfants, voilà, et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite, et de vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. Merci à vous tous les deux, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Ciao.